Début du thème 2, chapitre 3, avec des rappels de seconde. Donc toute la fiche qui est là constitue uniquement des rappels de la classe de seconde. J'ai repris les 3 chapitres que je fais avec les élèves de seconde. Lorsqu'on a un mouvement en mécanique, on va déjà être capable de le décrire. Alors le décrire, pour décrire, il faut du vocabulaire. Donc l'objet dont on étudie le mouvement, donc on va souvent l'appeler donc le système. Le système étudié, c'est l'objet qu'on étudie. Je lance une balle en l'air. Quel est le système étudié? C'est la balle. Le mouvement d'un système est toujours décrit donc par rapport à un objet qu'on prend comme référence. Et cet objet, on lui donne un nom, on appelle ça le référentiel. En général, nous, quand on observe un mouvement, on regarde avec nos yeux, qu'est-ce qu'on prend naturellement comme référentiel? On prend le sol. On appelle ça le référentiel terrestre, on en reparlera, c'est le référentiel le plus utilisé, auquel on va associer 2 choses. Dans le référentiel, on trouve toujours un repère, donc en général, comme en maths, ce sera un repère OX, Y. Et ce qu'il y a de plus par rapport aux maths, c'est qu'on rajoutera aussi donc une horloge pour mesurer l'écoulement du temps, puisque nous étudierons l'évolution de ce système en fonction du temps. N'oubliez jamais ça. Donc notre variable en physique, c'est le temps. Une voiture, par exemple, va simplement se résumer en un point matériel qui va représenter ce système. Nous faisons au lycée de la physique du point. Donc tous les objets qu'on peut étudier, on les résumera toujours en un seul point. Donc pour simplifier l'étude des mouvements, on se limite à l'étude d'un point du système. Les référentiels, il y en a 3 à connaître. Lorsqu'on est sur Terre, donc ce sera les principaux mouvements qu'on étudiera, on appellera ça donc le référentiel terrestre. Attention, regardez, il est construit à partir de n'importe quel solide de référence fixe par rapport à la Terre. On va surligner un mot important, c'est qu'un référentiel n'est terrestre que s'il est fixe par rapport à la Terre. Je prends un exemple très simple. Si je me mets dans un bus qui est en train de rouler, je ne suis plus fixe par rapport à la Terre, donc je ne suis plus dans un référentiel terrestre. Donc un vélo, un bus, un avion, ce ne sont pas des référentiels terrestres, puisqu'un référentiel terrestre doit être fixe par rapport à la Terre. Si un jour on étudie le mouvement de la Lune ou d'un satellite autour de la Terre, il sera beaucoup plus simple de prendre le centre de la Terre comme le centre du repère et d'étudier ce mouvement donc, et ce référentiel, on l'appellera le référentiel géocentrique. Donc ça, c'est principalement pour l'étude du mouvement de la Lune et des satellites. Donc très pratique. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de la rotation de la Terre sur elle-même, puisque je me place au centre de la Terre. Donc je n'ai plus ce problème de la Terre, elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. Donc je n'ai pas ce problème-là. Quand on va étudier le mouvement des planètes, donc on sait que ce mouvement se fait autour du Soleil, donc naturellement, on prendra le référentiel au centre du Soleil, et ce référentiel, il a un nom, on l'appellera le référentiel héliocentrique. Donc 3 noms de référentiels à connaître, vous pouvez vous les souligner. Donc référentiel terrestre, géocentrique et héliocentrique. Et à chaque fois que vous étudiez un mouvement, précisez dans quel référentiel se fait l'étude, s'il vous plaît. Dans la suite, pour décrire un mouvement, il faut tout d'abord comprendre que le mouvement dépend forcément du référentiel dans lequel on va décrire ce mouvement. Je prends un exemple, un chauffeur de bus. Si j'étudie le mouvement du chauffeur de bus par rapport au référentiel du bus, eh bien, le chauffeur ne se déplace pas. Mais si j'étudie le mouvement du chauffeur par rapport à la route, donc au référentiel terrestre, là, le chauffeur va être en mouvement. Il se déplace par rapport au référentiel de la route. Donc vous voyez très bien qu'en fonction du référentiel qu'on va prendre, on va avoir un mouvement ou pas. Donc il faut faire attention. Imaginez-vous toujours avec votre téléphone et vous filmez la scène.
Donc si je suis assis dans le bus à côté du chauffeur, que je filme le chauffeur, je ne le vois pas bouger. Il ne va pas bouger. Alors que si je me mets à l'extérieur et que je regarde, que je filme le chauffeur dans le bus qui passe, ben là, il va être en mouvement. Donc un mouvement, ça va être résumé par une trajectoire, donc c'est l'ensemble des positions occupées par le système au cours du temps, plus comment va évoluer la vitesse. Donc la vitesse, elle peut soit être constante, on dit que le mouvement est uniforme, soit elle peut être ralentie, c'est-à-dire quand la vitesse va diminuer, ou soit accélérée quand la vitesse augmente. Et quand on va décrire un mouvement, on va chaque fois devoir décrire la trajectoire d'abord, et ensuite de voir comment évolue la vitesse. Et naturellement, pour savoir comment évolue la vitesse, il va falloir être capable de la calculer, cette vitesse. Et donc ça va être notre problématique, même encore en première. Pour décrire une trajectoire, il y a besoin d'un certain nombre d'adjectifs qui sont importants. Donc, il n'y a pas de 10 000 possibilités. Si la trajectoire est une droite, on dira que le mouvement sera rectiligne. Donc, faites attention, vous ne pouvez que mettre rectiligne pour le mouvement et la trajectoire, c'est une droite. Si la trajectoire est un cercle, on a un mouvement qui sera appelé circulaire. Ce sont les deux mouvements principaux qu'on étudie en seconde, mouvement rectiligne et mouvement circulaire. Alors si jamais c'est une courbe quelconque, on pourra utiliser le terme curviligne, mais je vous le dis tout de suite, ce sera très peu utilisé. Donc on peut mettre la dernière ligne entre parenthèses, c'est pas un problème. Donc souvent on aura des mouvements rectilignes, souvent on aura des mouvements circulaires. Donc ici, par exemple, une voiture qui se déplace sur une route. Donc là, on est typiquement dans un mouvement rectiligne. Un satellite en orbite, on va assimiler ça à un mouvement circulaire. Deux petites remarques pour deux objets particuliers. Donc un projectile qui est lancé, donc ici c'est un ballon de foot, donc dans le milieu du sport, il y a beaucoup d'objets qui vont être lancés. Alors là, c'est typiquement ce qu'on appelle des paraboles. Donc le mouvement, il sera appelé comment? Il sera appelé parabolique. Et on va préciser en haut que chaque fois, ce sont les mouvements qu'on va détailler. Donc ce sont des mouvements rectilignes, mouvements circulaires. Là, on a un mouvement parabolique. On étudiera ça dans un des chapitres. Et là, par exemple, la valve d'une roue de vélo, vous voyez que la roue de vélo, elle, si je la filme, elle va simplement avoir un mouvement circulaire, mais comme le vélo avance en même temps, ça c'est un mouvement d'une figure mathématique donc, qui s'appelle une cycloïde, ça vient de vélo, hein, et donc c'est un mouvement cycloïdal. Ça c'est juste pour information, c'est un cas qui est très souvent étudié. Mais nous on s'intéresse principalement mouvement rectiligne, mouvement circulaire. Et avec ça, il n'y aura pas d'autre vocabulaire nécessaire. Donc les mouvements seront rectilignes, par exemple ici, curvilignes, par exemple là. Alors je ne peux pas dire que c'est circulaire encore, parce qu'il faudrait que je vérifie un peu plus loin, est-ce que ça décrit un cercle ou pas. Donc pour l'instant, j'ai utilisé simplement curviligne. Et pour rajouter comment évolue la vitesse, ben on va rajouter un adjectif supplémentaire. Donc si je vois que la distance occupée par l'objet augmente au fur et à mesure, ça veut dire que sa vitesse augmente. Donc on a un mouvement ici rectiligne accéléré. Tout comme ici, curviligne accéléré. Si je vois que les distances occupées par l'objet diminuent au fur et à mesure, ben là on a un mouvement qui est plutôt décéléré, rectiligne décéléré ou curviligne décéléré. Et à droite, on est dans le cas qui nous intéressera souvent, avec une vitesse qui ne varie pas, puisque la distance entre les points reste constante, on dira que la vitesse, donc que le mouvement sera rectiligne et uniforme. Et donc ici, par exemple, curviligne uniforme, circulaire uniforme, si la rotation se fait à vitesse constante. Et avec ça, on a déjà beaucoup de vocabulaire en mécanique. Maintenant qu'on sait décrire un mouvement avec sa trajectoire, il faut voir comment varie la vitesse. Mais pour ça, en physique, on a besoin
de passer par une notion qui est la notion de vecteur déplacement. Donc le vecteur déplacement a été introduit en seconde, donc en exprimant simplement l'idée que quand on se déplace d'un point M à un point M', on peut représenter ce déplacement par un vecteur qui va donc de M à M' et qui a des caractéristiques qui sont les suivantes. Donc il y en a trois qu'on doit être capable de définir. Donc la première caractéristique, c'est ce qu'on appelle la direction du vecteur. Donc ce sera la droite M, M'. Par exemple, ici, la grenouille, si elle saute du point M1 au point M6, eh bien, le vecteur déplacement, on dira que c'est le point M1, c'est le vecteur, pardon, M1, M6. Voilà le vecteur déplacement de la grenouille qui saute de M1 en M6. Celui du mouvement, ça correspond à quoi? Ça correspond au sens. Donc le vecteur a une direction, un sens. La direction, elle est représentée par cette droite. Quand je mets la flèche au bout, je lui donne un sens. Donc faites attention, la direction, c'est la droite. La flèche donne le sens. Et la dernière chose, donc comme en mathématiques, on va lui donner une valeur à ce vecteur. Donc c'est ce qu'on appelle sa norme. Et là, la norme du vecteur déplacement, ça va être la distance parcourue. Donc pour aller de M1 en M6, je vais avoir un vecteur déplacement M1, M6 qui va mesurer la distance. Alors malheureusement, souvent sur les figures, ce ne sera pas à l'échelle. Donc il y aura souvent une échelle qu'il faudra utiliser pour déterminer la distance réelle. Donc faites bien attention avec l'utilisation des échelles. Maintenant qu'on a défini la notion de déplacement, la problématique, c'est de définir ce qu'on appelle la vitesse instantanée. C'est-à-dire, ce n'est pas la vitesse en moyenne sur tout le parcours, mais c'est une vitesse à un instant donné. Donc pour ça, on prend l'exemple, par exemple, du 100 mètres. Donc le record du monde par Usain Bolt, c'est 100 mètres en 9 secondes 58. Donc ça veut dire que la vitesse moyenne sur le trajet, donc la distance parcourue, elle vaut 100 mètres. Quelle est la durée? Bien, c'est 9,58 secondes. Et quand on fait le calcul, on trouve donc une vitesse moyenne de 10,4 mètres par seconde. Cette valeur ne donne pas la vitesse de l'athlète à tout instant. Par exemple, quand on a mesuré la vitesse d'Usain Bolt sur les 100 mètres, donc au départ, il avait une vitesse nulle, puisqu'il démarre dans les starting blocks. Au bout de 6 secondes, il avait atteint une vitesse de 10,1 mètres par seconde. Et quand il est arrivé sur la ligne d'arrivée, vous voyez, il était à 12,4. Mais ça nous fait quand même une vitesse moyenne qui vaut 10,4. Je vous rappelle que pour passer en km par heure, il faut multiplier par 3,6. Hein. Donc ça fait un peu plus de 40 km heure hein, quand même. Donc je ne sais pas si vous imaginez courir à 40 km par heure, mais c'est quand même une sacrée performance. Hein. Donc champion du monde. À partir de là, l'idée, c'est de se rapprocher en fait de cette vitesse instantanée le plus possible. Et il faudrait imaginer quoi? Il faudrait imaginer qu'on va utiliser la notion de vitesse moyenne, donc, mais pour une durée delta t qui est de plus en plus courte. Il faudrait en fait mathématiquement qu'elle tende vers 0 pour qu'on ait accès directement à la vitesse instantanée. Donc c'est pour ça que le vecteur vitesse, on va d'abord le définir comme la distance parcourue, qui est donc le vecteur déplacement mm' vu sur la page précédente, qu'on va diviser par quoi? Par la durée du parcours. Donc on va noter delta t. Et cette vitesse instantanée, on va l'atteindre en faisant tendre cette valeur delta t vers 0, c'est-à-dire il faut qu'elle soit la plus courte possible pour que ça me donne la vitesse à un instant donné. Et donc ça, on va voir quelle est l'idée qu'on utilise en physique pour obtenir une vitesse proche de la vitesse instantanée. Donc pour ça, on va déjà retenir de différentes choses. Donc le vecteur vitesse en un point, sa direction, ça va déjà être la tangente à la trajectoire. Donc regardez en dessous sur le schéma. Par exemple, la vitesse au point 2, je la définis comme la tangente à la trajectoire. On verra après sur les activités comment trouver la tangente le plus simplement possible. Ce n'est pas toujours évident.
Le sens, ça c'est facile, c'est toujours le sens du mouvement. Donc la flèche, je la mets dans ce sens-là parce que le ballon, je comprends bien qu'il va partir et qu'il va aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est assez facile à trouver. Et la difficulté, donc à part de tracer une bonne direction, on verra ça après, ça va être de trouver la bonne valeur de la vitesse à cet instant donné. Et pour ça, on va utiliser la notion qui est là, mais on va un petit peu la modifier, vous allez voir. Donc on va la modifier en deux temps. Donc d'abord, je reprends la notion de vecteur déplacement. Donc la vitesse en V2, je vais considérer un petit déplacement, par exemple de M2 en M3. Donc faites attention, là je me place au point M2, le point qui est là. Donc je vais me dire que c'est le déplacement qui est celui-ci, donc juste après, juste l'instant d'après, divisé par quoi? Divisé par la durée entre ces deux instants. Et donc on retrouve bien que V2 est tangent à la trajectoire. Donc ça, c'est une définition qui est acceptable, mais malheureusement, elle ne tient pas compte de ce qui s'est passé avant. Donc s'il y a une modification entre-temps, c'est un petit peu difficile de ne m'intéresser que à l'instant donné et à l'instant d'après. Donc en physique, et c'est la relation que j'aimerais que vous reteniez, même si celle de gauche est encadrée, parce que c'est en général celle qu'on retient surtout en seconde, mais à partir de la première, vous allez essayer plutôt de retenir cette définition qui traduit la même idée, mais attention, regardez bien, ici la vitesse en V2, donc au point M2, je vais m'intéresser à la distance parcourue, non pas entre M2 et M3, mais entre M1 et M3. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va prendre un point avant et un point après pour définir la vitesse au point considéré. Et si on imagine qu'on a une durée qui sépare chaque point de repère là, qui s'appellera tau, tau c'est la durée, donc ça se lit tau, TAU, c'est une lettre de l'alphabet grec, eh bien, il faut bien comprendre qu'entre M1 et M3, on va avoir deux taux, deux instants qui se seront écoulés. Donc comprenez bien le sens de ce deux taux. Donc tau sera en secondes, la distance ici, elle sera en mètres, donc on aura bien une vitesse en mètres par seconde. Et donc ça va être notre premier travail. On va déjà faire une activité sur comment tracer correctement des vecteurs vitesse. Et en TP, on essaiera de trouver comment calculer la vitesse avec cette idée-là. Mais c'est l'idée essentielle. Donc la vitesse à un instant donné, c'est la distance entre le point juste avant et le point juste après, divisé par le temps qui s'est écoulé entre ces deux instants. Et ça vous donne cette formule générale. Donc quand on va passer à l'application numérique, n'oubliez pas que ça, ce sont des vecteurs, direction, sens, norme. Quand on passera à une application numérique, il faut enlever les flèches. C'est-à-dire que quand on fera l'étude, on dira à la fin que V2, c'est tout simplement M1, M3 sur 2 taux. Mais je ne mets plus les flèches. Je n'écris plus les vecteurs. Et ensuite, je ferai mon calcul. Donc faites bien attention à ça. Quand il y a une expression vectorielle, vous pouvez la noter comme ça. Donc s'il y a une flèche à gauche, il faut qu'il y ait une flèche à droite. Mais si je n'en mets pas à gauche, je n'en mets pas à droite non plus. Faites bien attention à ça. Ça, c'est au niveau des mathématiques. On trouvera souvent donc des vitesses en mètres par seconde. Et vous le savez, il faut être capable de convertir les vitesses de mètres par seconde en km/h. Et vous savez, j'espère, qu'il faut multiplier par 3,6 pour avoir la valeur en km/h ou diviser par 3,6 pour avoir la valeur en mètres par seconde. En dessous, vous avez donc maintenant le résumé de la situation. Donc un élève doit être capable de tracer un vecteur V, de lui donner un sens, de lui donner une valeur. Donc tracer sur le papier et on verra par l'informatique comment est-ce qu'on peut les représenter. Je termine encore avec un petit peu de vocabulaire sur l'évolution de la vitesse, puisque vous avez vu que dans la situation au-dessus, je n'ai défini le vecteur vitesse qu'en un seul point. Il faudrait le définir en plusieurs points, donc ça demande un travail un petit peu plus important. Et en dessous, on va essayer de déduire en fait l'évolution de ce vecteur vitesse. Le vocabulaire, on l'a déjà, on va juste l'appliquer maintenant à ces trois situations. Donc maintenant, on a été capable de tracer plusieurs vecteurs vitesse. Donc vous voyez là, chaque fois V1, V2, V3. Et donc,
à quoi ça sert de tracer plusieurs vecteurs vitesse? C'est pour voir l'évolution de la vitesse. Donc je vois que j'ai 3 vecteurs. Ces 3 vecteurs, ils ont la même direction, le même sens. Donc déjà, on va chercher les points communs. Qu'est-ce qui change par contre? Vous voyez bien qu'ils n'ont pas la même norme. Ils n'ont pas la même longueur. Puisque l'échelle doit être la même. Donc ils n'ont pas la même norme. Si je rentre dans le détail, je vois que V1 est plus grand que V2, qui est plus grand que V3. Donc que fait la vitesse au fur et à mesure? Elle a l'air de diminuer. Donc la vitesse diminue. J'ai la même direction, le même sens, ça veut dire que j'ai un mouvement rectiligne. Et comme la vitesse diminue, donc c'est un mouvement qui est rectiligne et qui est décéléré ou ralenti. Quel est l'argument? La vitesse diminue. Vous voyez tout de suite que sur la deuxième figure, qu'est-ce qui change? La vitesse va augmenter cette fois-ci. Donc on aura un mouvement accéléré. Donc on a même direction, même sens, mais les vecteurs vitesse n'ont pas la même norme. Par contre, la vitesse, cette fois-ci, augmente. Donc, mouvement accéléré, rectiligne décéléré. Eh bien, là, dans la dernière, on voit tout de suite que la vitesse reste la même. Donc, on a un mouvement qui est rectiligne uniforme. Donc, j'avance des arguments. Donc, j'ai même direction, même sens et carrément la même norme. Je peux donc écrire que V1 est égal à V2, qui est égal à V3. Et donc, ce sont des relations vectorielles qui vont forcément donner, en enlevant les vecteurs, des relations avec les normes. Voici pour l'instant le début des rappels. On continuera les rappels dans une autre vidéo.